Chapitre 7. La prairie. La tombe de Pete était toute simple. Un léger renflement de terre sur lequel Marie avait fait se croiser deux branches de noisetier. Des fleurs blanches y avaient poussé toutes seules, et cela faisait la plus charmante petite sépulture qu'on puisse voir, aussi joyeuse sans doute que Pete avait été joyeux dans sa vie. Tomek et Marie s'y recueillirent un instant en silence, puis Marie dit tendrement « Repos, capitaine ». Ses yeux brillèrent, mais elle ne pleura pas. La prairie dépassait en beauté tout ce que Tomek avait jamais vu. Imaginez un jardin qu'on n'aurait semé que de fleurs, des mauves, des blanches, des rouges, des jaunes, des noires, comme la nuit, toutes plus éclatantes les unes que les autres. Eh bien, ce qui s'étendait là sous les yeux de Tomek, c'était 1 million de jardins comme celui-ci, à perte de vue. Il s'avança de quelques pas dans la prairie et se pencha sur les premières fleurs. Elles ressemblaient à des pensées avec leurs pétales de velours, mais elles étaient aussi vertes que si on venait de les peindre. Il en cueillit une et la porta à ses narines, et trouva qu'elle sentait à la fois le poivre et le chocolat. Ce n'était pas désagréable. Il respira de nouveau, profondément, et soudain il s'aperçut qu'il portait aux mains ces grosses moufles d'hiver, celles qu'il avait, petit garçon. Il les avait perdues un jour et ne les avait jamais retrouvées. Cela le fit rire aux éclats, et il voulut les montrer à Marie. « Marie, Marie, viens voir. Regarde mes mains. J'ai retrouvé mes vieilles moufles d'hiver, celles que j'avais quand j'étais petit. » Elle arriva en courant et donna un coup sec sur le poignet de Tomek pour l'obliger à lâcher la fleur. « Laisse cette fleur, Tomek. Je t'interdis d'en cueillir une autre. » Puis elle l'entraîna vers l'orée du bois, où Cadichon les attendait sagement. « Tomek, ce sont des variétés inconnues, il faut mieux être prudent. » Ensuite, ils allèrent chercher du bois sec dans la forêt. Quand ils en ressortirent, Cadichon poussait des braiements à fendre l'âme. Le malheureux s'était cru seul au monde pendant quelques instants. En revoyant ses deux amis, il bondit de joie et lâcha une joyeuse pétarade de bienvenue. Ils firent du feu, et Marie prépara une bonne marmite de pommes de terre au lard. Puis ils prirent gaiement leur repas en admirant le coucher de soleil sur la prairie. Enfin, comme la nuit venait, ils aménagèrent 2 couches de fortune dans la carriole et s'y allongèrent côte à côte. « Bonne nuit, Tomek, » dit Marie. « Je suis contente de t'avoir rencontré, contente d'avoir pu te parler de Pete. »« Bonne nuit, Marie, » bourdouilla Tomek. Il s'endormit d'un sommeil paisible. Le lendemain matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Marie dit à Tomek qu'elle passerait la journée auprès de Pete et qu'elle s'en retournerait le soir même. Et lui, que comptait-il faire? « Je crois, » répondit Tomek, « que je vais essayer de traverser la prairie. Je me boucherai le nez, et voilà. »« Ah, je m'en doutais, » dit Marie. « Depuis que je t'ai vu prêt à traverser la forêt tout seul, je sais que tu es capable de tout. » Elle ne fit rien pour le dissuader. Elle lui confectionna un baluchon qu'il porterait à l'épaule en plus de la couverture, et elle le remplit de victuailles. Du pain, bien sûr, mais aussi du fromage, des fruits secs et des biscuits. Pour finir, Tomek versa de l'eau fraîche dans sa gourde et introduisit dans ses narines 2 boules de tissu qu'il avait préparées. À titre d'essai, il renifla d'abord le reste de café, puis une des fleurs vertes. Ce fut concluant. Les odeurs ne passaient pas, et il pouvait respirer librement. Enfin, ce fut le moment des adieux. « Si tu changes d'avis, ou si quelque chose va de travers, lui dit Marie, tu auras jusqu'à ce soir pour faire demi-tour et me retrouver ici. Et maintenant, file. Je n'aime pas les adieux, et Cadichon non plus. » Ils s'embrassèrent, et Tomek, le cœur serré, s'engagea dans la prairie. « Adieu, Marie. Adieu, Cadichon, » lança-t-il. « Adieu, Tomek, » répondit Marie en riant de bon cœur. « Et n'oublie pas, je reviendrai ici dans 1 an exactement. Nous nous reverrons peut-être. »« Peut-être, » reprit Tomek, et il ne se retourna plus. Les petites boules de tissu faisaient merveille, et Tomek marcha une grande partie de la journée sans être indisposé par le parfum des fleurs. Il allait d'un bon pas. La jeune fille au sucre d'orge ne les avait pas précédés de beaucoup dans la forêt, se disait-il. Elle n'en était sortie que quelques heures avant eux, et même en admettant qu'elle n'ait pas dormi une nuit entière comme il l'avait fait, elle ne pouvait pas être très loin.
Évidemment, la forêt était immense, et peut-être l'avait-elle traversée à des kilomètres et des kilomètres de là. Comment savoir? À chaque instant, Tomek découvrait de nouvelles variétés de fleurs. Il n'en connaissait aucune. Tantôt il marchait dans un océan de jaune, au milieu de tulipes géantes dont les calices étaient pleins à ras-bord d'une poudre d'or que le moindre souffle de vent faisait voler. Tantôt c'était une symphonie de rouge et de fleurettes minuscules, qu'on ne distinguait pas les unes des autres, et qui se confondaient en un tapis de mousse écarlate sur lequel on marchait sans bruit. Le plus merveilleux, ce furent d'immenses fleurs bleues, dont les pétales, aussi grands que des draps, flottaient comme flottent les plantes aquatiques au fond de la mer. Vers la fin de l'après-midi, il fit une halte pour se reposer un peu, et à sa grande surprise, il s'aperçut qu'il avait un baluchon sur l'épaule, en plus de sa couverture. Il l'ouvrit, et il trouva de quoi manger, du pain, bien sûr, mais aussi du fromage, des fruits secs et des biscuits. Il ne se rappelait pas avoir emporté cela. Il y avait donc une seule explication. La personne qui lui avait donné ces provisions se trouvait maintenant dans la forêt de l'oubli. Voilà pourquoi il n'en avait aucun souvenir. Était-ce un homme? Une femme? Plusieurs personnes ou une seule? Il n'en avait pas la moindre idée. En tout cas, se dit-il, en mordant dans le fromage, c'est quelqu'un qui m'aime bien, sinon il ne m'aurait pas donné tout cela. Puis il se remit en route et marcha encore longtemps, sans fatigue et le cœur léger. Mon âne a bien mal à sa patte, commençait-il à fredonner, quand il eut soudain la sensation qu'on le suivait. Il se retourna et vit qu'effectivement un jeune veau trottinait derrière lui. Le temps de se frotter les yeux, et le petit animal avait disparu. Mais autre chose arriva. Les cheveux de Tomek avaient poussé d'un coup, et lui arrivaient jusqu'aux hanches. Il saisit donc aussitôt la paire de ciseaux que lui tendait gentiment une grande poule en costume de ville qui marchait à côté de lui, et il entreprit de les couper. Mais plus il les coupait, et plus il le repoussait. Coupe, 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 se mit à chantonner une chorale de petits bonshommes ventripotents, les mains sur leurs bedons. Tomek éclata de rire, puis tout ce monde-là, le jeune veau, qui était revenu, les choristes au gros ventre et la poule en costume de ville, marcha au pas et chanta de plus belle. Coupe, coupe la cravate, coupe, coupe le torchon, ça veut rien dire mais on s'en tape, coupe, coupe le torchon. Tomek avait du mal à tenir debout tant il riait. Mais comme tous chantaient avec entrain, il reprit avec eux, de plus en plus fort. Coupe, coupe la cravate, coupe, coupe le dindon, les escargots n'ont pas de pattes, ni les moutons, ni les cochons. Bientôt tous durent s'arrêter parce qu'ils riaient trop et surtout pour laisser traverser une caravane de dromadaires miniatures qui venait de la droite. Passèrent ensuite 6 garçons jumeaux qui en portaient un 7e dans un sac de toile. Tous marchaient vers l'ouest. « Salut les gars !» leur lança Tomek, hilar. Ils ne lui répondirent pas, et le dernier lui jeta même un regard noir qui signifiait « Tu veux mon portrait ?» Cela dégrisa un peu Tomek, et il sentit au même moment qu'une grande fatigue le submergeait. Il s'assit, mais cela ne suffisait pas, et il finit par s'allonger sur le sol de la prairie. Sa tête reposait sur un coussin de fleurs violettes, dont l'odeur rappelait celle de son oreiller de plumes. L'odeur? Il n'aurait rien dû sentir puisqu'il avait les petites boules de tissu dans son nez. Il y porta la main et se rendit compte qu'elles n'y étaient plus. Elles avaient dû tomber sans qu'il s'en aperçoive. Il se dit qu'il fallait vite en préparer 2 autres, mais c'était trop tard. Déjà, il glissait dans le sommeil. 3 mulots, vêtus de blouses blanches et portant des lunettes cerclées, vinrent s'asseoir sur un banc à quelques centimètres de son visage. Ils l'observèrent tout d'abord attentivement, en plissant les yeux, puis le premier prit la parole. « Il lui faut un oreiller, apportez-lui donc un oreiller. »« Absolument, dit le deuxième. Pour bien dormir, il faut un oreiller. »« Non, non, merci. Je n'ai pas besoin d'eau, bredouilla Tomek qu'une grande torpeur envahissait. Je ne veux pas dormir. C'est dangereux. Il ne faut pas. Mais si, voyons, dit le 3e mulot. Quoi de mieux qu'un bon petit somme, quand on est fatigué? Apportez-lui donc un oreiller. Tomek sentit qu'on soulevait sa tête et qu'on glissait dessous son oreiller à lui, son oreiller de plumes.
Ses paupières se fermèrent, mais il continuait à voir les 3 mulots qui lui souriaient. « Voilà, dit le premier mulot, voilà qui est bien. »« Non, ce n'est pas bien, dit Tomec, avec les quelques forces qui lui restaient. Vous êtes des mulots, les mulots ne parlent pas. Je voudrais rentrer à la maison. »« Assurément, dit le deuxième mulot. »« Absolument, dit le troisième. » Et Tomec se sentit glisser sans pouvoir se retenir à rien du tout. Il sombrait dans l'abîme. Il voulut dire quelque chose encore, mais les mots ne franchissaient plus ses lèvres. Au contraire, ils résonnaient comme des cloches à l'intérieur de son crâne. Puis les cloches elles-mêmes cessèrent leur tintamarre, et il n'y eut plus rien.